Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Vous allez être encore plus nombreux au fur et à mesure. Pour cette présentation de l'économie africaine 2020, c'est un ouvrage collectif qui est rédigé principalement par des chercheurs de l'AFD et un ouvrage que vous pouvez vous procurer si ce n'est pas déjà fait. Juste à la sortie, il y a un stand, vous pouvez l'acheter directement aux éditions La Découverte. Vous pourrez aussi à partir du 6 février l'acheter dans une version électronique sur les sites habituels de Amazon ou Fnac. Voilà, moi je m'appelle Grégory Raiko, je suis en charge de la rubrique internationale au site The Conversation. Notre site est ravi et honoré d'être associé à cet événement. Nous allons publier une série d'articles sur notre site qui sont rédigés par les auteurs de l'économie africaine 2020 sur les sujets qu'ils traitent dans le livre. Notre site, c'est un site totalement gratuit qui est fait par des universitaires. Leurs articles sont ensuite édités par les journalistes et l'idée, c'est d'être l'interface entre le monde académique d'une part, la recherche, et de l'autre, le grand public. Et c'est aussi ce que fait très bien cet ouvrage qui pourrait être écrit par des experts, des spécialistes, des économistes très pointus, n'en est pas moins clair, accessible à tout le monde, comme vous allez pouvoir le voir avec les interventions de certains des auteurs. Donc pour justement la présentation du livre, je vais d'abord passer la parole à Thomas Melogno, qui est le directeur exécutif Innovation, Recherche et Savoir de l'AFD, qui va présenter l'ouvrage de façon un petit peu plus détaillée. Ensuite, nous allons avoir une intervention de l'économiste Yasmine Osman, qui est l'auteur du chapitre consacré aux grandes tendances macroéconomiques de l'Afrique et de ses régions, et donc qui nous parlera aussi bien des tendances à l'œuvre au niveau continental qu'au niveau régional, et qui abordera aussi un enjeu majeur qui est celui de l'endettement. Et ça, c'est un thème qui sera également discuté ensuite par Stéphane Albi, qui est économiste en charge depuis 2005, en charge de l'Afrique francophone au département risque pays à BNP Paribas. Alors ensuite, il y aura une petite séquence de questions-réponses d'une quinzaine de minutes. On fera passer le micro, on vous demandera de poser des questions s'il vous plaît, courtes, rapides, concises, parce qu'on en prendra plusieurs, et Yasmine et Stéphane pourront y répondre brièvement. Après quoi, à 18h, nous donnerons la parole à Irène Salançon, qui est chargée de recherche transition urbaine à l'AFD, qui va intervenir sur le sujet qu'elle a traité dans l'ouvrage, qui est l'urbanisation de l'Afrique. Et elle va nous montrer que cette urbanisation de l'Afrique, elle se produit selon plusieurs dynamiques, à la fois dans les villes, mais aussi dans les campagnes. Et après son intervention, nous écouterons Philippe Heinrichs, qui est économiste senior au secrétariat du Club du Sahel de l'Afrique de l'Ouest à l'OCDE. Et donc Philippe, qui travaille tout spécialement sur les questions de transformation structurelle des villes et d'urbanisation, va apporter un éclairage bienvenu à l'intervention d'Irène. Donc là, ensuite, pareil, après l'intervention de Philippe, il y aura quelques questions que nous allons prendre dans la salle, auxquelles Irène et Philippe pourront répondre. Et enfin, nous donnerons la parole à Rima Lekogi, qui est directrice du département Afrique à l'AFD, et qui conclura cette conférence, qui prendra donc fin à 19h. Voilà, et je passe maintenant la parole à Thomas Melogno. Bien, merci beaucoup Grégory, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. D'abord en quelques mots, pourquoi cet ouvrage? Comme vous le savez peut-être, La Découverte éditait et a édité en 2013 un repère sur l'économie de l'Afrique qui avait été porté par le regretté Philippe Hugon. Mais depuis cette date, nous avons eu le sentiment qu'il manquait une publication de référence, à la fois très sérieuse, s'appuyant sur des programmes de recherche et néanmoins compréhensible et pédagogique. Donc c'est dans cet esprit que nous avons travaillé, avec le sentiment qu'il y avait une attente, un besoin, en France, mais pas seulement en France d'ailleurs, d'avoir une publication de référence sur le continent africain. D'ailleurs, je constate que l'affluence ce soir est importante, et nous avons d'ailleurs dû refuser un certain nombre d'inscriptions. Je présente donc tous nos regrets aux personnes qui nous regardent ou qui nous regarderont, puisque cette séance est filmée. Vous pouvez donc sourire. Voilà. En quelques mots, sachez aussi que l'objectif de ce livre, c'était de proposer une vision continentale, j'allais dire une vision panafricaine du continent africain, avec le sentiment et parfois le regret que l'économie africaine n'était que rarement présentée dans son ensemble, étant souvent tronçonnée entre l'Afrique du Nord d'un côté et l'Afrique subsaharienne. Et donc il y avait ce déficit de capacité à appréhender le continent dans son ensemble. Avec deux écueils que nous avons souvent rencontrés dans les publications que nous lisons ou que nous produisons. Le risque de la myopie, c'est-à-dire d'avoir des études anthropologiques très précises, mais qui peinent à donner une vision continentale, ou l'hypermétropie, c'est-à-dire au contraire une vision parfois trop générale, trop généralisante de l'Afrique et qui masque des dynamiques régionales, des dynamiques nationales spécifiques.
Donc vous verrez, l'ouvrage dans ses différents chapitres alterne, oscille entre cette vision continentale et des analyses plus locales, plus nationales, rigoureuses sur les différents thèmes qui ont été exposés déjà par Grégory. Vous dire un mot de la tonalité de cet ouvrage. C'est un ouvrage qui se veut optimiste, parce que nous observons des dynamiques importantes sur le continent africain, et à la fois réaliste. Et je vois qu'il y a un certain nombre dans la salle de représentants d'entreprises, d'ONG. Nous connaissons les défis, les challenges qui sont ceux du continent. Donc il ne s'agit pas de les esquiver, mais de présenter des dynamiques qui sont encore une fois optimistes et réalistes. Un des objectifs du livre, c'est aussi de faire vivre le débat en France et dans l'espace francophone sur l'Afrique, de casser un certain nombre d'idées reçues. Je vais en citer quelques-unes, elles seront peut-être exposées plus précisément ensuite, mais l'une des idées reçues qui d'emblée se trouve, j'allais dire, contredite par les faits et la macroéconomie, c'est l'idée d'une Afrique qui se développerait par l'extraction ou un modèle extractif des ressources naturelles. Donc l'idée d'une Afrique qui serait un scandale géologique. Certes, il y a des ressources naturelles en Afrique. Ce qu'on constate dans le cadrage macroéconomique qui va vous être présenté, c'est plutôt que les grands pays extractifs sont ceux qui actuellement ont le moins de dynamisme économique. Donc ça, c'est une première idée reçue et une fausse idée d'une certaine manière qui nous gêne, nous embête à l'AFD, qui serait l'idée que le développement se passerait par la rente, par l'extraction, et pas par la production, le développement d'activités économiques plus pérennes et plus durables. Ça, première idée. Deuxième surprise, peut-être, le Sahel, souvent présenté comme une région en guerre, région en difficulté certainement, mais qui connaît pour autant dans ses villes et dans certaines campagnes un dynamisme économique important. On parle plutôt du Grand Sahel, néanmoins, c'est un paradoxe que nous avons relevé. Troisième idée reçue, comme ça, parmi d'autres, l'idée d'une ruée vers l'Europe. Je vais en dire deux mots, mais il y a un long chapitre sur les migrations dans cet ouvrage qui détaille, en s'appuyant sur les données que nous développons avec l'OCDE, les migrations intra- et extra-africaines, qui montrent par exemple que l'Afrique n'est pas du tout le continent qui migre le plus dans le monde. L'Afrique représente à peu près 17% de la population mondiale, mais 14% des migrants internationaux. Vous voyez que l'Afrique migre finalement moins que le reste du monde, et représente 10,7% pour être précis des migrants dans l'OCDE. Donc cette idée d'une ruée vers l'Europe se trouve démentie par les faits, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de migration, soyons pas caricaturaux. En revanche, les chiffres demandent à être analysés précisément. Un chapitre traite aussi des questions d'industrialisation en Afrique, et avec, je vais dire, une crainte, ou en tout cas un besoin de comprendre ce qu'il se passe. Et on s'interroge sur l'idée d'une désindustrialisation précoce, c'est-à-dire d'une migration trop rapide, peut-être d'une ruée vers les services, pour le coup, d'une migration trop rapide de l'économie vers le secteur tertiaire, ce qui poserait certainement des problèmes pour faire monter le niveau de vie des populations africaines. Et donc l'idée d'une voie asiatique pour l'Afrique se trouve plutôt démentie. Vous pourrez le retrouver dans le chapitre sur l'industrialisation. Enfin, je cite volontairement uniquement les chapitres qui ne seront pas présentés en détail ce soir. Un chapitre sur les communs fonciers est proposé dans le livre. Il traite notamment des conflits entre systèmes productifs, avec l'exemple du Mali, donc entre agriculteurs, éleveurs et pêcheurs. Nous tenons d'ailleurs beaucoup à ce que les conflits, en particulier le conflit malien, mais les conflits sahéliens en général, ne soient pas présentés de manière caricaturale sous leur angle ethnique ou communautaire, et au contraire, en tout cas vu de l'AFD, montrer les tensions pour l'accès aux ressources, les tensions entre les différents modes de production et les différentes sources d'emploi, soient bien analysées en tant que telles. Et de ce point de vue, là aussi, on voit des idées reçues circuler qui, d'une certaine manière, nous dérangent. Voilà, sans plus tarder, je vous ai présenté en mode mitraillette les chapitres qui ne seront pas présentés ce soir, mais plutôt pour vous donner envie de lire le livre et de poser peut-être des questions dans le débat. Et sans plus tarder, Grégory, je crois que je passe directement la parole à Yasmine, ou bien tu le fais, mais d'une certaine manière, je viens de le faire. Oui. Merci beaucoup Thomas. On va passer la parole effectivement à Yasmine, qui est l'auteur du chapitre sur les tendances macroéconomiques. Yasmine, vous êtes normalienne, diplômée de l'ESCP Europe, titulaire d'un master en économie théorique et empirique de l'école d'économie de Paris. Vous avez travaillé à la direction générale du Trésor, vous avez été chargé notamment de l'élaboration des prévisions de croissance pour la France et la zone euro, et vous avez rejoint l'AFD en 2018. Vous avez la parole pour une vingtaine de minutes. Bonsoir à tous. Merci Thomas, merci Grégory pour cette introduction. Je prends 10 secondes pour remercier le département Innovation, Recherche, Savoir de l'AFD d'avoir fait naître cet ouvrage et mon responsable, ici présent dans la salle, Christophe Côté, sans qui ce chapitre ne serait pas le même. Une fois qu'on a dit ça, je vais pouvoir passer à la présentation du chapitre.
Et je voulais lancer cette présentation avec une citation de Jean-Michel Severino, ancien directeur général de l'AFD, qui écrivait dans son ouvrage « Le temps de l'Afrique ». L'Afrique est complexe, jamais, peut-être, ne l'a-t-elle autant été qu'à l'heure de sa métamorphose. Toute analyse prospective d'un sujet en mouvement est condamnée à livrer des diagnostics frustes et des prévisions erronées. Vous l'aurez compris, l'Afrique est complexe, l'Afrique se transforme, et à travers ce premier chapitre de l'économie africaine 2020, notre objectif, c'était avant tout d'essayer de comprendre où en est véritablement l'Afrique aujourd'hui, en ce début d'année 2020, avant même d'essayer de prédire ce que sera l'Afrique de demain. Un deuxième objectif très lié au premier, c'est d'essayer de déconstruire les mythes et les fantasmes qu'on entend parfois sur une Afrique qui serait en perte de vitesse selon les uns, ou au contraire plus dynamique que jamais selon les autres, et d'essayer, autant que possible, d'avoir le ton juste. Pour ça, il nous a paru important d'analyser les grandes tendances économiques de l'ensemble de l'Afrique, et non pas uniquement de l'Afrique subsaharienne, comme vous pouvez le voir dans d'autres publications institutionnelles, et de s'intéresser également à ces grandes régions, qui est pour nous la bonne échelle d'analyse si on veut rendre compte de la complexité de ce continent, qui, je le rappelle, est grand comme 3 fois l'Europe. Cette Afrique et ces régions, vous les voyez s'afficher sur la carte. On a repris la répartition régionale de l'Union africaine en singularisant 2 régions, le Grand Sahel et l'océan Indien, ce qui nous fait un total de 7 régions. Alors 3 messages clés ressortent du chapitre, je vous propose de les découvrir d'emblée. Un premier message qui est sur la situation globale du continent. On a quelques grandes économies africaines qui sont en difficulté, et les difficultés de ces économies, elles masquent un dynamisme quasi général partout ailleurs sur le continent. Un deuxième message qui est plutôt un décryptage régional, on a 5 régions qui sont dynamiques et 2 régions qui sont en retrait. Un troisième message sur les enjeux et les perspectives pour 2020. On attend une accélération cette année, mais cette accélération, elle est conditionnée à 7 enjeux clés, 2 enjeux extérieurs et 5 enjeux intérieurs. Tout d'abord, le premier message, les difficultés de quelques-unes des grandes économies pèsent sur la croissance globale. Mais pour le comprendre, et pour comprendre pourquoi on se pose la question de la croissance en Afrique, il est sans doute utile de faire un rapide retour en arrière. L'Afrique a connu un épisode de croissance élevée pendant les années 2000. On a une croissance moyenne qui atteint 5% par an entre 2000 et 2014. Mais une série de chocs ont fait naître des doutes et des questionnements sur la capacité du continent à maintenir ces taux de croissance. Ces chocs, vous les voyez apparaître sur le graphique. Il y a eu la crise financière mondiale de 2008 qui a entraîné avec elle les économies africaines les plus intégrées au système financier mondial, comme l'Afrique du Sud. Ensuite, les printemps arabes en 2011-2012 qui ont pesé sur les pays d'Afrique du Nord. Et surtout, la chute des cours des matières premières qui a entraîné avec elle les économies africaines exportatrices de matières premières, avec une croissance africaine qui a atteint un point bas depuis les années 90 de 2% en 2016. Mais depuis 2017, on assiste à une reprise progressive de la croissance. Cette reprise, elle s'est poursuivie en 2018 et elle se confirme en 2019. On a une croissance africaine qui se maintient à 3,2% en 2019. C'est un niveau quasi similaire à celui qu'on avait en 2018. C'est une bonne nouvelle. Alors ça peut étonner parce que c'est juste un maintien, mais le contexte international est peu porteur. Quand on regarde le graphique qui s'affiche, on voit que la croissance ralentit à l'échelle mondiale. Elle est passée de 3,6% en 2018 à 3% en 2019. Et ce ralentissement, il concerne à la fois les pays avancés, les pays du G7 notamment, que les pays émergents et en développement, en Asie, en Europe et en Amérique latine. Ce 3,2%, il place l'Afrique derrière l'Asie, encore assez loin, mais devant l'Amérique latine ou l'Europe émergente. Et la question qu'on est en droit de se poser tout de suite après, mais est-ce que ce 3,2%, il est suffisant? Est-ce qu'on peut s'en contenter? La réponse, à première vue, elle est plutôt négative. Ces performances peuvent être jugées insuffisantes pour 3 raisons au moins. La croissance, elle est significativement inférieure à celle des années 2000. On avait 5% de croissance dans les années 2000, on est à 3,2% aujourd'hui. Ensuite, la croissance du PIB par habitant, elle est modeste, uniquement 1% en 2019. Je le rappelle, la croissance du PIB par habitant, c'est la croissance réelle
qui est corrigée de la croissance démographique. Et comme vous le savez, la population croît fortement en Afrique, de 2,6% environ en moyenne par an. Quand on regarde la carte avec les pays, on voit qu'en 2017, on avait des pays qui affichaient même une croissance du PIB réel par tête nulle, voire négative. Enfin, cette croissance, elle ne permet pas de réduire sensiblement la pauvreté sur le continent. On a un taux de pauvreté qui recule, mais il recule assez faiblement, et l'Union africaine estime qu'il faudrait une croissance d'au moins 7% pour permettre une réduction notable de la pauvreté. Mais ces performances, qui peuvent être jugées insuffisantes à première vue, on le dit trop peu, elles reflètent les difficultés de quelques-unes des grandes économies africaines. Les 6 premières économies africaines représentent à elles seules 65% du PIB africain total. Ces économies, c'est l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola, l'Algérie, le Maroc ou encore l'Égypte. Ça veut dire que 48 autres pays africains se partagent 35% du PIB. Et quand on regarde la situation dans ces 6 premières économies, on voit que 4 d'entre elles, toutes riches en ressources naturelles, sont en difficulté. L'Afrique du Sud, qui est en ralentissement économique depuis la crise de 2008, le Nigeria, l'Algérie et l'Angola, qui sont 3 pays pétroliers pénalisés par la faiblesse des cours. Leurs difficultés masquent un dynamisme quasi général ailleurs sur le continent. Le message qui doit être passé ici, c'est pas de dire que les difficultés de ces économies, c'est pas un problème. C'est un problème, d'autant plus que ces 4 pays concentrent à eux seuls un quart de la population continentale totale. Donc leurs difficultés, c'est un problème pour ces pays, c'est aussi un problème pour le continent. Mais ce qu'on dit assez peu, c'est qu'elles masquent un dynamisme quasi général ailleurs. On a 20 pays qui affichent des taux de croissance supérieurs à 5% en 2019 en Afrique. Et on a même 5 pays africains qui comptent parmi les 20 pays les plus dynamiques au monde en moyenne depuis 2015. C'est l'Éthiopie, c'est le Rwanda, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal ou encore Djibouti. Et quand on regarde ce graphique, on a les taux de croissance du PIB réel. On voit que dans les 4 économies qui sont en difficulté, donc c'est la courbe rouge pointillée, on voit que le taux de croissance est nettement inférieur à ce qu'on peut observer dans les autres pays africains, qu'ils soient d'ailleurs riches en ressources naturelles ou non. Deuxième message, un message sur les régions, 5 régions dynamiques, 2 en retrait. Dans les régions dynamiques, on retrouve l'Afrique de l'Est avec des pays de l'East African Community qui s'affirment et une corne de l'Afrique qui se transforme. Des pays du Golfe de Guinée qui, à l'exception du Nigeria, affichent les taux de croissance parmi les plus élevés du continent. Des pays de l'océan Indien où la trajectoire de croissance reste stable et élevée. L'Afrique du Nord qui retrouve ses performances pré-printemps arabe. Et plus étonnant, les pays du Sahel qui parviennent à maintenir une trajectoire de croissance stable malgré la dégradation du contexte sécuritaire que vous connaissez. J'ai regroupé entre elles 3 régions qui présentent des caractéristiques communes, l'Afrique de l'Est, le Golfe de Guinée hors Nigeria et l'océan Indien. Dans ces 3 régions, des politiques volontaristes en matière d'investissement public contribuent à soutenir la croissance. En Afrique de l'Est, on a les pays de l'EAC qui affichent tous une croissance supérieure à 5%, et comme je vous le disais, l'Éthiopie et Djibouti dans la corne de l'Afrique, qui sont même parmi les 20 pays les plus dynamiques au monde. Dans les pays du Golfe de Guinée hors Nigeria, on a 6 pays sur 7 où la croissance est encore une fois supérieure à 5%, et même 7% en moyenne de croissance dans ces pays. Et puis les pays de l'océan Indien, avec une croissance stable et élevée. Alors la contrepartie de cette croissance et de ces politiques d'investissement, c'est une hausse des taux d'endettement, même si la dette reste soutenable dans la plupart de ces pays, à l'exception de quelques-uns. L'Afrique du Nord retrouve ses performances pré-printemps arabe. Il ne faut pas s'y méprendre, c'est essentiellement la reprise de l'Égypte qui constitue 40% du PIB d'Afrique du Nord, qui explique le redressement de la région. Cette accélération, elle peine à masquer des difficultés dans les autres pays. Il suffit pour ça de comparer la croissance en 2019 à la croissance en 2010, donc pré-printemps arabe. On voit qu'elle est partout inférieure à ses niveaux précédents, sauf en Égypte. La situation reste compliquée en Tunisie et en Algérie en raison du contexte politique. La croissance est plus faible que ses niveaux passés au Maroc pour des raisons encore différentes. Et puis la croissance est erratique en Libye.
Le Sahel, une trajectoire de croissance favorable malgré un contexte sécuritaire dégradé depuis 2013. La croissance y est élevée, y compris la croissance par tête. C'est un commentaire qu'on entend assez souvent et qu'on a voulu contredire un petit peu dans le chapitre, c'est de dire que la croissance sahélienne serait uniquement de la croissance démographique. Bien, en réalité, vous voyez le graphique qui s'affiche, le Sahel, c'est la région la plus dynamique d'Afrique, y compris en termes de croissance réelle par tête. Cette croissance de 2,5%, elle est 2,5 fois plus élevée que la moyenne africaine et elle est équivalente à ce qu'on observe en moyenne dans les régions émergentes et en développement dans le monde. Alors, plusieurs facteurs peuvent sans doute expliquer ces résultats. Une pluviométrie favorable qui soutient le secteur agricole, et on sait combien le secteur agricole compte dans cette région. Des filières clés qui sont soutenues par des cours favorables, comme l'or au Burkina Faso par exemple, le fer en Mauritanie. Des régions, des zones qui sont préservées des conflits, et tout un tas d'autres facteurs que je pourrais, si vous le souhaitez, détailler dans la session questions-réponses. Deux régions en retrait, l'Afrique australe et l'Afrique centrale. L'Afrique australe, c'est la région la moins dynamique du continent. Ça s'explique de façon mécanique par les difficultés de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui pèse pour 60% dans le PIB de la région Afrique australe. Donc de façon mécanique, quand ce pays va mal, la région s'en trouve affectée. Ce n'est pas uniquement une raison mécanique, mais c'est aussi le fait que l'Afrique du Sud joue un véritable rôle pivot dans la région, notamment sur les autres pays membres de l'Union douanière d'Afrique australe, qui lui sont fortement intégrés sur le plan commercial notamment. Donc on le voit, la Namibie est en récession en 2019, le Swaziland affiche des taux de croissance assez faibles, le Lesotho et le Botswana dans une moindre mesure. Mais d'autres pays de la sous-région sont également en difficulté, c'est le cas de l'Angola. L'Angola, c'est le deuxième pays producteur de pétrole en Afrique. Il est fortement impacté par la baisse des cours. Le Zimbabwe, où l'inflation a été très élevée en 2019, ce qui pèse sur la consommation intérieure. L'Afrique centrale, une reprise progressive suite au choc pétrolier. C'est la région où on retrouve une très grande majorité de pays exportateurs de pétrole qui sont fortement exposés à l'évolution des cours. C'est le cas de la Guinée équatoriale, c'est le cas du Gabon, du Congo et du Cameroun dans une moindre mesure. Il suffit de regarder un graphique qui met en évidence à la fois la croissance et le prix du baril de Brent pour voir que la faiblesse de la croissance peut s'expliquer en grande partie par la faiblesse des cours. Les deux pays non pétroliers de la région, la RDC et la RCA, présentent des fragilités assez importantes. C'est les deux pays où on retrouve des taux de pauvreté qui sont assez élevés. En RDC, c'est 77% de taux de pauvreté, en RCA, 66%. Et la RDC, c'est un des pays qui affiche le dynamisme démographique, parmi les pays qui affichent un dynamisme démographique important en Afrique. Donc ça laisse craindre évidemment une concentration de la pauvreté dans ce pays. Dernier message, l'accélération attendue pour 2020, conditionnée à 7 enjeux clés. Donc on s'attend à une accélération à 3,8% en 2020. C'est les mêmes régions qui continueraient à porter le dynamisme de la croissance, le Sahel, l'Afrique de l'Est, l'océan Indien, l'Afrique du Nord et les pays du Golfe de Guinée hors Nigeria. En revanche, des régions qui seraient plus à la traîne, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Alors ces prévisions, elles sont conditionnées à deux enjeux extérieurs, le contexte international et l'évolution des cours des matières premières. On a un contexte international qui est incertain, comme vous pouvez le voir sur le graphique, à travers cet indice qui mesure les incertitudes au niveau mondial. Et ça rend difficile la prévision de l'évolution des cours des matières premières et du pétrole notamment. On sait seulement que l'évolution de ces cours, elle sera déterminante pour un certain nombre d'économies africaines, et notamment pour les géants africains que j'évoquais un peu plus tôt. Cela étant dit, une image qu'on a aussi de l'Afrique, c'est que c'est un continent où toutes les économies sont dépendantes des matières premières. Ce n'est pas le cas. La moitié environ seulement des pays selon le FMI. Les risques climatiques, c'est évidemment un deuxième enjeu extérieur.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique, l'Afrique est le continent le plus vulnérable au changement climatique et ces événements climatiques ils peuvent avoir des conséquences économiques assez importantes, ne serait-ce que du fait du poids du secteur agricole dans l'économie du continent. Enfin, 5 enjeux intérieurs, l'influence des 6 géants africains dont la trajectoire de croissance continuera à influencer la trajectoire globale du continent. Dans 3 pays, le Nigeria, l'Angola et l'Algérie, ça va beaucoup dépendre de l'évolution des cours du pétrole. Mais il y a 3 autres pays qu'il faudra surveiller, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc. Les transitions politiques, on a plusieurs pays importants qui ont connu des transitions politiques en 2018-2019, comme l'Algérie ou encore l'Angola suite au départ de dirigeants historiques. Et les nouveaux pouvoirs ont d'importants défis à relever pour faire en sorte que ces transitions politiques soient aussi des transitions économiques. C'est un enjeu pour ces pays, c'est un enjeu pour l'Afrique. On a eu aussi des bouleversements dans les pays de la Corne de l'Afrique. Le contexte sécuritaire qui va avoir d'importantes implications à la fois sur les plans humanitaires et de développement économique dans les pays concernés, même si, il faut le dire, à l'échelle du continent, les pays qui sont vraiment concernés par une dégradation manifeste du contexte sécuritaire pèsent assez peu dans le PIB total du continent. Le contexte électoral en 2020, on n'aura pas d'élection présidentielle dans les 6 géants africains, en revanche un contexte électoral assez chargé dans les pays du Golfe de Guinée, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Togo. La montée de l'endettement qui va continuer à poser question en 2020, est-ce qu'on va avoir plutôt des consolidations dans certains pays ou au contraire une montée de l'endettement dans l'autre? Comment vont évoluer les négociations autour de restructuration avec la Chine dans certains pays? Voilà, c'est tout un tas de questions qu'on va continuer à se poser en 2020. Et en parlant de l'endettement, c'est l'objet du chapitre 2 que je vais vous présenter dans les très grandes lignes. Ce chapitre il a été écrit par Christophe Barra et Hélène Erhardt, 2 économistes de l'AFD spécialistes de ces questions d'endettement. Et ce chapitre, il dresse un panorama très complet de la question de l'endettement. Je vous en parle d'un point de vue extérieur et neutre, avec des chiffres clés. Un encours de la dette publique africaine qui est en hausse, une dette qui est passée de 35% du PIB en 2010 à près de 60% en 2018, donc un endettement rapide. Mais des disparités selon les pays. Donc on parle souvent de l'endettement en Afrique au sens général. Il faut aussi regarder ce qui se passe au niveau des pays. La situation est très différente au Nigeria où l'endettement est très faible, du Soudan par exemple où il est au contraire très élevé. Au-delà de la hausse de l'endettement, ce qui pose question, c'est la modification de sa composition. On a une substitution des créanciers traditionnels de l'OCDE par des créanciers émergents, notamment la Chine, comme vous pouvez le savoir. Et ça se matérialise par un encours de la dette du Club de Paris qui a reculé au profit d'un encours en hausse des créanciers bilatéraux. Ensuite, une montée de la part de la dette émise sur les marchés financiers internationaux. Ça concerne un nombre restreint de pays africains, mais sur des maturités qui peuvent être assez longues et pour des montants qui peuvent être élevés, notamment lorsqu'ils sont rapportés au PIB. C'est le cas notamment au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Les conséquences, un coût des emprunts qui est en hausse et une détérioration globale de la viabilité de la dette. On avait en 2014 7 pays africains qui étaient en risque élevé de surendettement. En 2018, ils sont 19 sur 39 pays d'Afrique à faible revenu. Par ailleurs, ça pose la question d'éventuelles restructurations de la dette qui peuvent être plus difficiles à négocier parce qu'on a des créanciers qui sont nouveaux et on a des créanciers aussi obligataires qui sont disséminés un peu partout dans le monde. Pour autant, il ne faut pas s'alarmer. On a en 2019 encore un certain nombre de pays africains qui sont en risque modéré de surendettement et des pays qui sont en risque faible. La question que doivent vraiment se poser les gouvernements africains, c'est la stratégie de financement à adopter. C'est la question centrale. Comment concilier le besoin d'investir avec un risque de surendettement limité? 3 pistes de solutions. S'assurer que les investissements qui sont financés génèrent de la croissance qui va permettre le remboursement ultérieur des dettes contractées. Avoir recours aux nouvelles modalités de financement, c'est détaillé dans le chapitre. Et puis ensuite, améliorer le cadre de gestion de la dette, ce qui passe par l'amélioration de la transparence, l'élargissement du périmètre de la dette souveraine, non plus uniquement à l'administration centrale, mais aussi aux collectivités locales, aux entreprises publiques.
Je vous remercie. Merci beaucoup Yasmine pour cette intervention très riche, bravo. Stéphane Albi va maintenant prendre la parole. Stéphane Albi, je rappelle, donc, est depuis 2005 économiste en charge de l'Afrique francophone au département risque pays de BNP Paribas. Et je crois qu'il va nous parler particulièrement des fragilités externes sur l'Afrique. Oui, des fragilités macroéconomiques au sens large. Alors bonsoir, merci Yasmine pour cette présentation qui est extrêmement complète. Alors moi je vais être un peu moins ambitieux dans mon exposé. Car déjà, je vais mettre de côté les pays d'Afrique du Nord. Alors, je reste ouvert à la discussion lors de la session de questions, évidemment. Mais je vais me concentrer exclusivement sur l'Afrique subsaharienne et sur les perspectives de l'Afrique subsaharienne en 2020 et en mettant un focus sur les facteurs de fragilité. Donc, on a bien ce scénario, comme il a été expliqué, d'une poursuite de la reprise qu'on avait déjà entrevue en 2019. Avec une croissance attendue pour l'Afrique subsaharienne à 3,5% qui réaccélérerait un peu. Alors c'est toujours une reprise en ordre dispersé, comme ça a été bien indiqué. On a les géants africains qui souffrent et qui continuent d'être scotchés à des niveaux de croissance trop bas et qui tirent la moyenne régionale vers le bas, et qu'en dehors de ces géants africains, on a une dynamique qui est beaucoup plus intéressante avec une croissance, si l'on sort le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui toucherait les 5% en moyenne régionale en 2020. Et on a aussi une dichotomie assez nette depuis quelques années entre les exportateurs de pétrole et les importateurs de pétrole, dont la croissance y est quasiment 2 fois supérieure, en tout cas la croissance attendue pour 2020. Et je dois rajouter que même au sein de chaque catégorie, il y a une très forte hétérogénéité, ce qui complique considérablement la lecture du panorama d'ensemble. Le troisième point d'attention, c'est que c'est une reprise fragile. Fragile déjà parce que la conjoncture internationale, même si elle est un peu moins anxiogène qu'il y a quelques mois, est encore très loin d'être stabilisée. Et fragile aussi parce que la stabilité macroéconomique en Afrique subsaharienne s'est dégradée ces dernières années. Alors je ne vais pas revenir en profondeur sur la dynamique de dette qui a été expliquée, la forte dynamique de dette même. Juste 2-3 points d'information complémentaires par rapport à la présentation de Yasmine. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a bien une disparité sur l'endettement dans la région en fonction des pays, en fonction des structures, et que la dynamique de dette qui a été très rapide depuis 2014 traduit avant tout les problèmes macroéconomiques des pays pétroliers, dont les ratios de dette ont plus que doublé entre 2014 et 2019. C'est un fait. Néanmoins, ce que l'on constate, c'est que la hausse de l'endettement en Afrique subsaharienne est une tendance de fond généralisée. Si on prend entre 2014 et 2019, sur les 44 pays que compose le sous-continent, on a simplement 3 pays qui ont vu les ratios de dette s'améliorer sur cette période. Donc il y a quand même une tendance généralisée. Le deuxième point que je voulais soulever, c'est que les conséquences budgétaires sont déjà visibles. On parle évidemment des problématiques de soutenabilité de dette qui nous renvoient sur du long terme, mais lorsqu'on regarde le poids des charges d'intérêt dans les budgets, on peut voir qu'en 2020, on aura la moitié des continents qui vont consacrer au minimum 10% de leurs ressources budgétaires au paiement de charges d'intérêt. Il n'y en avait que 8 dans cette situation en 2014. Et pour certains d'entre eux, cette charge peut absorber jusqu'à un quart des ressources budgétaires, voire même plus du tiers pour un pays comme le Ghana. Alors c'est évidemment des ressources en moins pour les dépenses prioritaires, telles que les investissements publics, et c'est des ressources d'autant moins disponibles que pour enrayer cette dynamique de dette, il y a de nombreux pays qui sont engagés dans des programmes de consolidation budgétaire qui fonctionnent, mais le problème c'est qu'ils fonctionnent par ajustement sur la dépense publique et un peu moins sur la collecte des ressources domestiques, et ça pèse considérablement sur la dynamique de nombreux pays en Afrique subsaharienne. Et le dernier point sur l'endettement, sur le profil plus risqué de l'endettement africain. Alors il y a 2 éléments. Le premier, c'est que c'est une caractéristique forte en Afrique subsaharienne, c'est que plus de la moitié de la dette est libellée en devises, ce qui accroît la vulnérabilité, la trajectoire de dette à des risques sur le change. En gros, hormis l'Afrique du Sud, il y a très peu de pays qui ont la capacité de se financer localement, et lorsqu'ils le font, c'est souvent onéreux. Je pense par exemple au Ghana, où les rendements sur les obligations, les bons du trésor à 1 an sont de 19%, ce qui est considérable. Mais il y a aussi le Nigeria qui est dans cette situation-là.
Et en ce qui concerne les pays qui ont tenté l'aventure, ou en tout cas qui émettent de plus en plus régulièrement sur les marchés financiers internationaux, ils ne sont pas si nombreux que cela au final, mais pour ces pays-là, il y a aussi des évolutions très rapides dans le profil de la dette. Lorsqu'on prend la Côte d'Ivoire, par exemple, maintenant la dette de marché est supérieure à la dette contractée auprès des créanciers traditionnels. Alors ça a été dit, c'est un coût, évidemment. Ça accroît la vulnérabilité de ces pays-là aussi à un risque de durcissement des conditions financières internationales. Alors, on va nuancer le propos. Effectivement, la situation n'est pas si alarmante que ça parce que les émissions de dette ont été récentes sur des maturités longues et on voit que les premières grosses tombées de dette en Afrique subsaharienne, pour les pays africains, pardon, ne sont pas attendues avant 2024-2025. Alors d'ici là, il va se passer beaucoup de choses. Néanmoins, ce que l'on remarque, ce que l'on perçoit également, c'est que la perception des investisseurs sur le risque africain a changé, ou pour ne pas dire c'est un peu dégradé. Lorsqu'on prend les spreads, les écarts de taux sur les obligations souveraines africaines, elles sont en moyenne 300 points de base supérieures à celles des autres pays émergents, ce qui évidemment risque d'avoir des incidences sur une partie des flux de capitaux qu'attire la région. Or, dans le même temps, il faut voir que la contrainte extérieure en Afrique subsaharienne est assez forte, car derrière cette dynamique de croissance qui a été en partie tirée, ou qui est en partie tirée par des gros efforts d'investissement, qu'ils soient publics ou privés, cela génère une demande assez importante en importation de biens, auquel il faut ajouter un contexte international peu porteur. Alors l'Afrique est modérément exposée au ralentissement du commerce mondial. En revanche, elle est quand même globalement affectée par l'évolution des cours des matières premières et depuis quelques années, ces cours sont relativement bas, que ce soit pour le pétrole, les métaux ou les matières premières agricoles. Alors là, la combinaison de ces deux facteurs, c'est qu'on se retrouve avec une dégradation assez tendancielle, je ne vais pas dire brutale, mais assez tendancielle de la stabilité extérieure de la zone. Il n'y a qu'à voir les chiffres. Lorsqu'on regarde les chiffres du FMI, le déficit courant de l'Afrique subsaharienne attendu pour 2020, c'est environ 3,8% du PIB. Alors ça commence à faire, et c'est un chiffre qui est un peu flatteur, même j'ose le dire, puisque il masque notamment des efforts de consolidation qui ont été effectués ces dernières années par les pays pétroliers, dont le solde extérieur courant est quasiment revenu à l'équilibre, ou en tout cas devrait le revenir. Le problème, c'est que cet ajustement macroéconomique pour les pays pétroliers se fait par contraction de la demande domestique et non par une réallocation des ressources vers des secteurs productifs et tournés vers l'extérieur, ce qui laisse planer quelques doutes sur la nature et la durabilité de cet ajustement. Et pour le reste, on voit que les déséquilibres extérieurs ont tendance à croître, à se creuser, et on a une moyenne attendue qui est quasiment de 6% du PIB pour le déficit courant des pays importateurs de pétrole. Alors c'est normal vu le niveau de développement de cette zone, il y a des besoins importants, mais ça commence à être considérable, surtout que derrière, face à cela, les amortisseurs sont limités. Alors, lorsqu'on parle d'amortisseurs, de matelas de sécurité, on fait référence aux réserves de change qui sont logées à la Banque centrale. Alors il y a une norme qui est communément admise, qui est une couverture de 3 mois d'importation de biens et services par les réserves de change. Alors ce seuil est discutable, cette norme est discutable et normalement elle peut être plus élevée en fonction des structures économiques ou de la nature des systèmes de change. En revanche, ce que l'on observe, c'est que sur les 31 pays listés par le FMI, on met de côté les pays de la zone franc CFA qui bénéficient d'une convertibilité, c'est un statut bien particulier. Sur les 31 pays listés, on en a 14 dont le niveau de liquidité est inférieur à 3 mois d'importation de biens et services, auquel on peut rajouter 4 pays qui se situent à peine à ce niveau-là. Et je pourrais même rajouter un pays par exemple comme le Nigeria qui présente des niveaux de liquidité qui sont en apparence tout à fait corrects, mais ça se fait, comme je disais, au prix de contraction de la demande domestique, mais aussi de contrôle d'échange. Donc on ressort avec cette image quand même de vulnérabilité macroéconomique assez forte de beaucoup de pays de la région, je ne vais pas dire tous les pays de la région, mais d'une grande partie de la région, à un choc exogène, alors qu'il soit financier ou commercial, je tiens à
à leur rappeler que le contexte international est encore très très loin d'être stabilisé. Donc mon message de conclusion, c'est que pour retrouver une dynamique durable, il va falloir nécessairement rehausser la résilience de la zone à des chocs exogènes, sous peine de revivre ce qui s'est malheureusement passé en 2015-2016, lorsqu'il y a eu une chute très très brutale des cours des matières premières. Alors, on a parlé rapidement de la question du financement à venir et de ce dilemme entre trouver les ressources budgétaires pour continuer à financer des investissements importants tout en maîtrisant la dépense publique. Alors ça, c'est un des défis majeurs et qui va conditionner l'avenir de l'Afrique subsaharienne dans les années à venir. Mais ce n'est pas le seul, parce qu'on ne peut pas parler de résilience sans parler de diversification économique. Et là aussi, ce ne sont pas les défis qui manquent. Alors, il y a des décisions qui vont dans le bon sens. Et évidemment, tous les ressorts de la croissance qui ont tiré l'Afrique subsaharienne de 2000 à 2014 n'ont pas complètement disparu, ce qui laisse espérer pour l'avenir, même si le contexte macroéconomique aujourd'hui est délicat et particulièrement difficile pour une grande partie de la région africaine. Merci beaucoup Stéphane pour cette intervention qui vient compléter très utilement celle de Yasmine. Nous allons maintenant prendre des questions dans la salle. Vous allez avoir des micros qui vous seront distribués. On va vous demander de poser des questions, encore une fois, courtes, concises, précises, parce qu'on va en prendre plusieurs. Et ensuite, Yasmine et Stéphane pourront y répondre pendant un petit quart d'heure. Je vous rappelle par ailleurs que la conférence est filmée, donc si d'aventure vous ne voulez pas être filmé, merci de le signaler. Qui aurait des questions? Monsieur. Bonjour, je me présente, je suis Philippe Mignaval, consultant auprès de l'Association des sociétés financières et ancien de l'AFD. Ma question s'adresse à Yasmine Osman, que je remercie beaucoup de son exposé à la fois ample et très synthétique et très vaste. Ma question est la suivante. Dans le panorama des activités que vous avez retracées, pourriez-vous faire un rappel sur la décomposition des différents secteurs, des 4 principaux secteurs d'activité en Afrique, à savoir agriculture, dont la part doit rester très importante, j'imagine, les sociétés extractives, l'industrie, et notamment peut-être la part des PME, s'il est possible d'en dire un mot, et puis le commerce et les services. Et puis j'aurais une sous-question dans la question. Comment évoluent les intégrations régionales au niveau des différentes zones africaines, et notamment au niveau de l'ex-zone CFA, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ou ECO, quelles sont les perspectives et les évolutions au cours de la période que vous avez examinée? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis Aman, architecte. C'est une simple question comme ça pour savoir, mais ça a été commandé par qui? Est-ce que c'est l'AFD? Est-ce que c'est l'Afrique? Donc je voulais savoir les partenaires pour ce programme-là. On nous parle de l'émergence, mais l'émergence par rapport à quoi? Et les enquêtes qui se font, est-ce que ces enquêtes, vous allez dans les zones rurales ou c'est des enquêtes qui se font dans les zones urbaines? Merci. Bonsoir, j'ai une question pour Stéphane Albi. J'ai une question donc pour vous, Stéphane. Vous disiez que les taux d'intérêt au Ghana représentaient à peu près 10% du budget, et notamment du fait que la dette était libellée en devises étrangères. Du coup, j'ai une question. Est-ce que vous observez beaucoup en Afrique des dévaluations de monnaie locale qui donc vont augmenter le volume de la dette externe et notamment les taux d'intérêt associés? Bonjour, Christian Bongo. Je suis du Gabon. Ça fait depuis 2009, bientôt 10 ans que l'AFD octroie des budgets pour le Gabon. On est à près de 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. La question est celle-là.
1 milliard d'euros pour des bassins versants, des écoles. Il n'y a aucune école qui est construite en 10 ans. Vous venez d'envoyer encore 101 milliards de francs CFA au Gabon en 2018, 101 milliards pour la construction de 223 salles de classe. 223 salles de classe, c'est quand on fait le calcul, la salle de classe est à 443 millions de francs CFA. Ça veut dire un sol, 4 murs et un toit. 400 millions de francs CFA. C'est-à-dire 690 000 euros une salle de classe. 690 000 euros. On a fait le calcul avec des architectes sur place. La salle de classe ne dépasse pas 5 millions à 6 millions. Comment on passe de 6 millions à 400 millions? Et ça dure depuis 10 ans. Et en face de ça, on a un gouvernement qui vole des élections, qui tue des Gabonais, qui emprisonne arbitrairement. Et l'AFD est toujours derrière Ali Bongo. Pourquoi? 443 millions de francs, un sol, 4 murs et un toit. Et il n'y a aucune salle de classe construite en 10 ans. Ça veut dire que les budgets ont été validés, envoyés plusieurs fois chaque année. Il n'y a aucune classe sur place. Il n'y a aucune étude. Il n'y a aucune enquête. Et vous continuez à déverser des milliards au Gabon. Merci beaucoup. Encore monsieur. Et après, malheureusement, on va être obligé d'arrêter parce qu'on a déjà 5 questions. Ça va faire beaucoup. Ça marche, monsieur, ça? allez-y. Très rapide. Ce que je voudrais savoir, c'est quelle est, à votre avis, l'importance du marché intérieur pour la croissance économique en Afrique? On m'a parlé évidemment d'industries extractives, toutes sortes de choses. Mais ce continent, il est par essence le continent de la planète qui est en voie de peuplement. Et cette croissance de la population totale n'est pas à prendre comme telle. Il faut aussi comprendre que les homo economicus qui habitent l'Afrique ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 30 ou 50 ans. Compte tenu du fait qu'ils se sont considérablement déplacés de zones où ils n'avaient pas de voisins vers des zones très denses, de milieu rural en milieu urbain, avec des besoins complètement différents, des opportunités complètement différentes, etc. Donc ce continent qui est en voie de peuplement, je doute qu'on puisse en analyser l'économie de manière intéressante si on ne remet pas le facteur peuplement au centre de vos raisonnements. Merci. Merci, monsieur. Encore 2 questions, monsieur, et malheureusement pour la suite, on va devoir arrêter maintenant parce qu'on est déjà beaucoup, désolé. Ok, bonjour, moi c'est Kofi Zoubédé, économiste au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE. Donc j'avais 2 questions. La première, c'est concernant les performances du Sahel. Qu'est-ce que vos chiffres donnent quand on isole un pays comme le Sénégal par exemple, comme vous l'avez fait dans le cas de l'Afrique du Nord avec l'Égypte? Et puis la deuxième question, c'est concernant les perspectives pour les années à venir, où situez-vous le risque climatique? Quand on sait que, par exemple, l'agriculture est l'un des secteurs les plus importants de l'économie africaine, où est-ce que vous placez le risque climatique par rapport aux enjeux sécuritaires et aussi aux enjeux de financement de la dette? Merci. Et une toute petite question de monsieur, et on va arrêter de prendre les questions à ce moment-là. Bonjour. Une question pour le panel et monsieur Guy Christian Chouangé du Cameroun. Quand on parle de l'enjeu et des perspectives de l'économie africaine en 2020, pour nous, cela renvoie en fait, en tant que chercheur en modèle africain, quels sont les modèles que, avec l'appui de l'AFD, le continent africain peut mener afin de développer son économie. Dans ce cas, j'ai une question pour le panel. Avec l'AFD, quelle est la sécurité dans la croissance de l'économie numérique, sachant que l'Afrique est un continent, particulièrement l'Afrique centrale, qui souffre du problème de l'impact du numérique dans sa croissance économique. Comment l'AFD, ou alors quelle stratégie l'AFD mettra ou a mis sur pied pour sécuriser l'économie numérique dans le continent africain? Merci. Merci beaucoup. Donc on va répondre brièvement à ces questions parce que malheureusement on n'a pas énormément de temps. Alors, Bonjour.
Bonjour, merci pour ces questions. Je vais commencer par la question sur la structure de l'économie africaine. Les grands chiffres, un secteur agricole qui reste important, surtout en termes d'emploi en fait. C'est beaucoup moins en termes de PIB. Donc l'emploi, c'est 50% de l'emploi en Afrique qui se fait dans le secteur agricole. En revanche, sa place dans la valeur ajoutée africaine, elle est plus limitée. C'est uniquement 17%. Donc il y a un écart important qui traduit un manque de productivité dans ce secteur dont vous avez sans doute entendu parler. Sur le secteur des services, c'est le secteur qui historiquement est un secteur important en Afrique. C'est vrai que ces dernières années, il a pris plus d'envergure. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 60% du PIB. C'est 40% de l'emploi. Donc c'est un secteur qui est vraiment important et qui prend de plus en plus de place. Et enfin, l'industrie. Donc l'industrie, c'est un secteur malheureusement qui, en termes de part dans la valeur ajoutée, recule. C'est lié à deux facteurs. Un recul dans le secteur extractif qui est lié au recul des cours des matières premières, mais aussi un recul dans le secteur manufacturier. Malgré les efforts de diversification qui sont mis en œuvre et les politiques d'industrialisation de certains pays, il y a tout un tas de freins encore à ce stade à l'émergence du secteur industriel, même s'il y a aussi des opportunités. Mais je pourrais répondre beaucoup plus longuement, mais je vous invite vraiment à lire le chapitre industrialisation du repère qui vraiment dresse un panorama très complet sur cette question. Il y avait sur les intégrations régionales, on a un commerce intra-africain qui progresse. Aujourd'hui, c'est 14,5% du commerce africain total qui est du commerce intra-africain. C'est comparable à ce qu'on peut retrouver dans d'autres régions en développement, dans la zone panafricaine de libre-échange par exemple, en Amérique latine aussi. En revanche, c'est vrai que c'est encore moins, c'est nettement moins important que ce qu'on trouve en Asie, en ASEAN ou encore en Amérique du Nord par exemple. Ensuite, quand on regarde par sous-région, au sein du continent, il y a des régions où le commerce intra-africain est très fort, enfin le commerce intra-régional est assez élevé. C'est le cas en Afrique australe. Comme je vous le disais, l'Afrique du Sud, c'est vraiment un pivot dans cette sous-région. Puis on a une union douanière, donc ça favorise véritablement les échanges. C'est le cas aussi en Afrique de l'Est. En revanche, dans les autres régions, et en particulier en Afrique du Nord, le commerce intra-régional reste très limité. En Afrique du Nord, c'est 6%, donc c'est vraiment très peu. Et puis dans la zone du golfe de Guinée, donc avec toute l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai que ça reste encore assez limité. C'est moins que la moyenne régionale en zone franc. C'est de mémoire, mais alors le chiffre est à vérifier. Il me semble que c'était autour de 12%, donc ça reste moins que la moyenne africaine. Ouais, moi j'avais une question sur le Ghana, c'est ça, et sur les effets des dévaluations sur les trajectoires de dette. Alors non, ça peut être particulièrement violent. Il y a eu des grosses dévaluations, notamment en 2018, et ça joue à la fois sur les charges d'intérêt, mais sur le stock de dette. Sachant qu'au Ghana, il y a aussi une problématique de financement en monnaie locale, où il y a une énorme partie des charges d'intérêt qui sont représentées par de la dette en monnaie locale, puisque c'est un pays qui se finance très cher sur son marché local. Et aussi, une des raisons pour lesquelles ce pays se finance très cher, c'est parce qu'il y a aussi des non-résidents qui se sont positionnés sur la dette ghanéenne, et que pour les retenir, le Ghana est obligé de payer malheureusement très cher cette dette. Sinon, c'est l'argent qui ressort avec des pressions très fortes sur les réserves de change, le taux de change et ensuite la dette. Donc on est dans un cercle vicieux assez fragile en Ghana. On avait une question, il me semble, sur quoi est-ce qu'on base les chiffres qu'on commente. Pour ma part, c'est beaucoup basé sur le PIB qui en fait vient des comptes nationaux qui sont normalement faits à l'échelle du pays. Ensuite, dans le chapitre, c'est vrai qu'on a des commentaires sur les indicateurs socio-économiques, les taux de pauvreté, taux d'urbanisation par exemple, où là on essaye, mais on ne le fait pas suffisamment, c'est vrai, de faire la différence entre ce qu'on observe dans le rural et dans l'urbain, et c'est vrai que les écarts sont encore très importants.
une question sur le Gabon. Alors, je vais faire la réponse un peu facile. Je suis malheureusement économiste et je ne vais pas pouvoir beaucoup vous parler de l'activité de l'AFD au Gabon, mais je pense qu'on peut avoir cette discussion par ailleurs. Je vais m'en tenir peut-être aux réponses purement macroéconomiques si vous me l'autorisez. Sur le marché intérieur, il y avait encore une autre question. Oui, sur la taille du marché intérieur. Je pense que c'est un véritable atout pour l'Afrique. Aujourd'hui, c'est 1,2 milliard d'individus, 2500 milliards de dollars en termes de marché intérieur. Donc c'est véritablement un potentiel très important, d'autant que, comme vous le dites, il y a une croissance démographique qui est élevée. Et au-delà de la croissance démographique, donc les projections de croissance démographique, elles nous amènent à un doublement de la population d'ici 2050. Donc c'est pour dire la taille que pourra prendre ce marché. Mais au-delà même de la croissance démographique, il y a des phénomènes d'urbanisation, une émergence d'une classe moyenne, et ça accentue encore plus le potentiel africain en termes de marché intérieur. Et c'est un atout, et c'est pour ça que les entreprises s'y intéressent aussi. Nous allons maintenant continuer la conférence sur un sujet qui a été brièvement évoqué dans l'une de ces dernières réponses par Yasmine Osman, à savoir l'urbanisation de l'Afrique. L'urbanisation de l'Afrique, elle se déroule selon diverses dynamiques, dans les villes mais aussi dans les campagnes. Irène Salançon va nous en parler. Irène Salançon est chargée de recherche transition urbaine à l'AFD, et elle va nous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Il y a sans doute des visions qui sont un petit peu catastrophistes sur l'explosion des villes africaines. C'est d'ailleurs le titre de l'article que Irène Salançon vient de faire paraître sur The Conversation France, l'explosion des villes africaines. Qu'en est-il vraiment ? Comment se déroule l'urbanisation ou la rurbanisation de l'Afrique? Irène va nous expliquer cela, et ensuite nous écouterons Philippe Henriques, qui est économiste senior au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation de coopération et développement économique, l'OCDE. Irène, c'est à vous pour une quinzaine de minutes. Alors, l'Afrique de demain sera urbaine, c'est le titre du chapitre dans ce repère sur l'économie africaine. Et j'en profite pour remercier mes collègues du service des publications de l'AFD qui ont permis à cet ouvrage d'exister et qui ont organisé cet événement. Et je veux remercier aussi donc Grégory Reco du média The Conversation qui anime cet événement et qui nous permet de publier des articles plus courts dans ce média. Et donc merci, parce qu'on a pu publier hier un article sur les villes, sur l'urbanisation, qui est donc un des grands enjeux, comme vous savez, pour l'Afrique de demain. La majorité de la croissance urbaine dans le monde se passera dans les pays en développement et en Afrique en particulier. Et donc l'article qu'on a publié hier s'appelait « Les villes africaines vont-elles exploser ?» Et Grégory a cherché des photos pour illustrer l'article. Et il a mis, la première photo qui apparaît est une photo que j'aurais dû l'amener, en fait je ne l'ai pas amenée, mais du coup ça va vous inciter, j'espère, à aller voir dans The Conversation. C'est une photo qui est très connue de Lagos au Nigeria, où on voit une foule grouillante dans la rue et des minibus, et donc on a cette image de la ville africaine sursaturée, de la grande ville. D'ailleurs, Grégory m'a dit juste avant, là, la ville tentaculaire. Voilà, donc c'est souvent cette image qu'on a de la ville africaine, et nous, on a voulu montrer que la majorité de la croissance urbaine de demain en Afrique va en réalité se passer dans les petites villes et dans les campagnes. Donc, et c'est pour ça qu'on a choisi ce titre, l'Afrique de demain sera urbaine. Donc pour écrire cet article, je me suis appuyée sur des données de l'ONU pour la démographie, de ONU Habitat pour l'aspect urbanisation, de la Banque mondiale, mais aussi sur une base de données qui s'appelle Africapolis
et qui est soutenu et publié par le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE. Donc Philippe Heinrichs, qui va faire la discussion juste après, vous expliquera un peu mieux en quoi consiste cette base de données, et qui présente donc beaucoup de données sur les villes et des cartes très intéressantes que j'utilise dans cette présentation. Alors, donc, ville tentaculaire, explosion urbaine, c'est vrai que le taux de croissance urbaine, le nombre de populations qui passent de village à ville, qui devient urbaine, est un des plus forts du monde, donc c'est 4% par an en moyenne. Mais en fait, il y a un processus de rattrapage. Ici, on voit, c'est justement des cartes tirées de Africapolis. On voit l'évolution depuis les années 50. Donc à partir du moment où on est dans le bleu un peu soutenu, on est à 50% de la population qui habite en ville. Mais donc vous voyez, en 1950, la majorité des pays africains, hormis l'Égypte et la Libye, sont encore ruraux. Et dans les années 90, c'est encore pratiquement le cas. Donc l'urbanisation, la majorité de la population habitant en ville, c'est un processus assez récent et qui va continuer à se développer, qui explique aussi ce fort pourcentage de croissance urbaine et ce processus de rattrapage. Donc je vais maintenant vous expliquer ce que ça donne en termes de forme de croissance urbaine pour les urbanistes. Je ne sais pas, Grégory, si tu l'as dit, mais je suis urbaniste de formation. Ensuite, on va voir le lien entre urbanisation et croissance économique, et enfin quelques pistes d'accompagnement pour les villes de demain en Afrique. Alors, en termes de forme de la croissance urbaine, et c'est justement ce que nous permet de voir de façon très précise la base de données Africapolis, puisqu'il y a des cartes. Ici, c'est un extrait d'Africapolis. Comme je vous l'ai dit, la majorité de l'urbanisation se passera à la campagne, donc ce sont des villages qui vont devenir des villes. Et ce qui est important et ce que nous montre bien d'un point de vue spatial Africapolis, c'est qu'il y a relativement peu d'étalement spatial, parce qu'on a peur en fait que ces villes, elles grignotent tout l'espace rural, ce qui est évidemment embêtant lorsque les pays, comme l'a dit Yasmine, dépendent fortement de l'agriculture. Et donc là, j'ai pris exprès une région au Mali, donc les périmètres irrigués du fleuve Niger, pour voir ce qui se passe. Vous voyez ici les canaux d'irrigation, et on voit que les villes sont les parties en blanc. L'urbanisation, ça c'est en 2015. Elles sont très denses, elles sont très concentrées. Elles ne grignotent précisément pas les surfaces agricoles parce que l'agriculture est encore un secteur d'activité important et il ne s'agit pas de grignoter ces espaces. Bon, il y a d'autres raisons, mais c'est une des raisons principales pour laquelle il y a peu d'étalement spatial. Donc la consommation d'espace par l'urbanisation est à peu près parallèle, à la croissance urbaine, à la croissance démographique urbaine, tandis que dans les pays de l'OCDE et en particulier en Europe, on a vu l'inverse, c'est-à-dire on a vu un étalement spatial beaucoup plus rapide que la croissance démographique et urbaine. Entre 1990 et 2015, en Europe, on a une croissance urbaine de 1,6%. Et on a une croissance des espaces urbanisés, des espaces construits dans la même période de 18%. Donc et ça, c'est parce que augmentation du niveau de vie, réduction de la taille des ménages, etc. Donc l'étalement spatial est très important et beaucoup plus important dans les pays de l'OCDE. Et donc à l'inverse, en Afrique et en particulier dans les villes, il y a une forte densité du peuplement. C'est lié aussi aux conditions d'habitation. Par exemple, à Abidjan, la moitié de la population d'Abidjan habite dans des logements où il y a plus de 3 habitants par pièce. La Banque mondiale considère que lorsqu'on dépasse la moyenne de 2 habitants par pièce, on est en situation de surpopulation. Donc en Afrique subsaharienne, 60% de la population habite dans des quartiers précaires. Dans les quartiers précaires, les logements accueillent beaucoup de population et consomment peu d'espace au sol. Donc les villes africaines sont denses. Alors ça, c'est un graphique que j'aime beaucoup, qui a été fabriqué par une architecte, Karen Levy, qui a publié pour l'AFD un atlas de Johannesburg, et elle compare les surfaces bâties consommées par 5000 habitants dans différents quartiers de Johannesburg qu'elle a choisis en fonction du niveau de richesse. Donc, vous vous en doutez,
les quartiers qui consomment le plus d'espace au sol sont évidemment les quartiers les plus riches. Et lorsqu'on va dans les townships les plus précaires, on a besoin d'une surface beaucoup plus réduite pour accueillir 5000 habitants que dans les quartiers les plus riches. Ensuite, un point important, c'est qu'il n'y a pas d'exode rural massif en Afrique. Les campagnes ne se dépeuplent pas. Alors d'une part, certains villages deviennent des villes, mais d'autre part, dans les villages, il y a encore une croissance démographique. Et contrairement à ce qui s'est passé en Europe, l'urbanisation n'est pas tirée par l'exode rural. L'exode rural contribue à 1/3 seulement de la croissance urbaine. Donc la majorité des citadins, des nouveaux citadins en Afrique, sont les enfants de personnes qui habitent déjà en ville. Et si on regarde en particulier dans les villes du Sahel, l'indice de fécondité moyen est de 5 enfants par femme. Donc ce sont des foyers de citadins qui contribuent à la croissance urbaine sur place. Alors il y a quand même quelques grandes villes, c'est celle-là dont on parle beaucoup. Donc ce qu'on appelle les mégapoles sont les villes de plus de 10 millions d'habitants. Aujourd'hui en Afrique, comme l'a dit Yasmine, sur un continent qui représente 3 fois l'Europe, il y a seulement 3 villes de plus de 10 millions d'habitants, alors qu'en Chine, on en a déjà 6. En 2050, il y aura 6 villes de plus de 10 millions d'habitants en Afrique. Donc les grandes villes actuelles sont Le Caire, Lagos et Kinshasa. Et les 6 villes en 2050 qui dépasseront 10 millions d'habitants s'ajoutent à ces 3-là, Dar es Salaam, Johannesburg et Luanda. Voilà. Mais on peut regarder aussi les villes de plus de 1 million d'habitants. Et pour l'instant, en Afrique, il y en a 41 contre plus de 100 en Chine. Ça vous donne une idée. Donc on est toujours dans ce processus de rattrapage, y compris pour les grandes villes. Alors maintenant, le lien entre urbanisation et croissance économique. De même que l'urbanisation n'est pas tirée par l'exode rural, l'urbanisation en Afrique, contrairement aux pays de l'OCDE et à l'Asie du Sud-Est, n'est pas liée à l'industrialisation. Yasmine a expliqué que pour certains pays, passer directement à une économie de services, c'est ce qu'on voit aussi dans les pays qui s'urbanisent. Mais encore aujourd'hui, parmi les pays les plus riches, on trouve nombre d'économies minières avec une répartition inégale des richesses. Et donc ce graphique qui montre le lien entre urbanisation et PIB montre aussi la part des ressources naturelles dans le PIB. Donc ici vous avez le PIB et ici le taux d'urbanisation. Donc sans surprise, les pays qui sont à la fois les plus urbanisés et qui ont les PIB les plus élevés, bien que leur croissance soit moins dynamique comme l'a expliqué Yasmine, sont des pays qui tirent la majorité de leur richesse des ressources naturelles, comme par exemple la Guinée équatoriale, le Gabon, l'Afrique du Sud. Et ces pays-là ont tiré à la fois croissance économique et urbanisation. En revanche, ce sont aussi parmi les plus inégalitaires du monde. Donc là, notre ami gabonais est parti, mais sur ce point, il a souligné ce point qu'en effet, richesse n'équivaut pas répartition égale entre les habitants. On remarque en revanche certains pays comme par exemple le Kenya, qui est assez bien placé du point de vue du produit intérieur brut, et un pays à la fois peu urbanisé et qui ne tire pas la majorité de son activité économique des ressources naturelles et qui s'est orienté notamment vers une économie de services. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que urbanisation n'égale pas automatiquement enrichissement pour tous. Donc, parmi les pays qui ont le plus fort taux d'inégalité dans le monde, les 10 pays les plus inégalitaires du monde, on trouve 8 pays africains. Donc, urbanisation n'égale pas enrichissement pour tous. Il y a aussi, je crois qu'une des questions à souligner, le décalage de richesse entre ville et campagne, mais aussi à l'intérieur des villes. Et en fait, 43% des citadins sont en dessous du seuil de pauvreté, bien que les villes, en principe, soient plus riches que les campagnes. 2/3, donc en moyenne, 2/3 des citadins africains habitent dans des quartiers précaires. Ici, c'est un exemple en Afrique du Sud.
Et les freins à la croissance, bon, je ne vais pas trop développer parce que Yasmine en a parlé, mais sont identifiés par les différents experts comme relevant d'un manque d'infrastructures, d'un manque d'investissement ou de difficultés de gouvernance. Alors, quelques pistes d'accompagnement. En ce qui concerne l'étalement urbain et la question du logement, souvent on pense que pour limiter le nombre d'habitants dans les quartiers précaires ou la proportion d'habitants dans les quartiers précaires, une des solutions serait de recourir, enfin de construire massivement du logement social. Le pays africain qui a le plus utilisé cette politique publique, c'est l'Afrique du Sud. Vous avez ici une image des maisons considérées comme étant du logement social construites après l'apartheid. C'est 3,5 millions de maisons qui ont été distribuées quasiment gratuitement à des foyers en fonction de leurs revenus. Mais d'abord, c'est un des pays d'Afrique du Sud dont le PIB est le plus élevé. C'est un des pays donc avec des revenus pour le gouvernement qui lui a permis de mener ses investissements, ses programmes de logement. Ensuite, la croissance démographique est relativement peu élevée par rapport aux autres pays africains. Et malgré cela, le nombre, en valeur absolue, le nombre de personnes qui habitent dans des quartiers précaires en Afrique du Sud n'a pas diminué. La proportion a diminué, mais pas le nombre. Pourquoi? Parce que la plupart de ces quartiers, évidemment, il fallait que ça soit peu coûteux à construire, ont été construits très loin des centres-villes. Et ça ne permet pas facilement l'accès à l'emploi, ce qui fait qu'une partie de ces logements sont délaissés et donc on se trouve avec ce processus que j'ai montré auparavant, qu'on appelle les backyard shacks, qui sont en fait des petites cabanes construites dans des quartiers centraux. Et c'est une todification en fait de quartiers centraux parce que ce qui prime pour les habitants précaires, c'est d'habiter proche des lieux d'emploi et non pas d'avoir une maison gratuite mais d'être loin des lieux d'emploi. Dans d'autres pays, quand il y a eu des programmes de logements sociaux, malheureusement, si le logement social construit quantitativement ne correspond pas aux besoins de la croissance démographique, souvent ces logements sociaux ont été capturés par l'élite et en particulier par les fonctionnaires. Donc c'est ce qu'on a vu par exemple au Burkina Faso. Ici on a une image des coopératives de logement au Burkina Faso. Alors, une autre solution souvent présentée, ce sont les villes nouvelles. Là, il y a beaucoup d'expériences de villes nouvelles dans beaucoup de pays africains. Elles ne sont pas toutes similaires. Certaines villes nouvelles fonctionnent bien, arrivent à loger les habitants dans des conditions décentes et à leur offrir un accès à l'emploi. D'autres villes nouvelles fonctionnent moins bien, encore une fois, lorsqu'elles sont éloignées des centres d'emploi. Le pays précurseur, c'est l'Égypte. Et on dit aussi souvent, je vous ai montré cette image du projet actuel de nouvelle capitale du Caire. Le Caire actuel se situe ici, et ça c'est le projet de nouvelle capitale. On dit souvent que les villes nouvelles vont éviter l'étalement spatial, la construction anarchique de quartiers précaires pour concentrer les nouvelles constructions dans un endroit déterminé, circonscrit. Alors justement, je trouve que c'est intéressant de prendre l'exemple du Caire. Il y a eu plusieurs villes nouvelles dans l'agglomération même du Caire qui fonctionne assez bien, par exemple Héliopolis ici. Il y a eu une deuxième génération de villes nouvelles assez éloignées déjà du centre du Caire, mais vous voyez la zone construite du Caire, je suis ici en train de l'entourer, la zone construite actuelle du Caire, ici en grisé, accueille 18 millions d'habitants. Comme vous le savez, c'est une des villes les plus anciennes d'Afrique, c'est une ville très dense. Et aujourd'hui, le gouvernement a ce projet énorme, pharaonique, de construction d'une nouvelle capitale qui, vous le voyez, est au moins équivalente, sinon plus, à la surface construite depuis des siècles et qui accueille 18 millions d'habitants. Et cette nouvelle capitale est prévue pour 6 millions d'habitants. Donc là, vraiment, il y a un étalement spatial, c'est dans le désert. Pour raccorder, vous voyez qu'elle est assez éloignée du Caire existant. On va construire, enfin, le gouvernement égyptien va construire des autoroutes à 4 voies, 6 voies, va amener de l'eau. Avant ça, il y avait déjà une nouvelle zone résidentielle qui s'appelait New Cairo, où je suis allée pour répondre à notre ami architecte avec des chercheurs et des architectes égyptiens.
Et donc dans cette ville qui était déjà dans le désert et qui s'appelle New Cairo, on trouve des piscines, des golfs avec des pelouses. Donc évidemment, ce ne sont pas ce type de villes nouvelles qui vont permettre ni de loger les populations précaires, ni de réduire l'impact sur l'environnement en général et sur le changement climatique en particulier. Voilà, ça ne veut pas dire que toutes les villes nouvelles ne sont pas de bonnes solutions, mais certaines d'entre elles ne répondent pas aux besoins prioritaires de la croissance urbaine africaine. Alors, ce qui est important, c'est de concentrer les investissements sur les petites et moyennes villes. Comme je vous ai expliqué, la majorité de la croissance de demain se fera dans les villes petites et moyennes. Et ça, c'est une très belle carte d'Africapolis qui met en lien donc les agglomérations et l'altitude, parce que souvent on a l'image de la majorité de l'urbanisation qui se réalise sur le littoral. Or, on voit que l'urbanisation actuelle est aussi une urbanisation intérieure, et y compris dans les hauts plateaux, sur les hauts plateaux autour des Grands Lacs ou en Éthiopie. Et malheureusement, souvent, les investissements prioritaires des gouvernements ou des bailleurs internationaux continuent à se concentrer sur le littoral, tandis que l'urbanisation de demain se réalisera aussi dans les villes intérieures et dans l'espace rural. Enfin, et c'est bien sûr le nerf de la guerre, il s'agit d'améliorer les ressources financières des acteurs en charge du développement urbain, pas seulement des collectivités locales, mais aussi du gouvernement central, des entreprises publiques locales et des acteurs privés locaux. Et comme l'a dit Yasmine, ce sont des nouvelles sources de financement qui sont présentées donc dans le chapitre 2 sur l'endettement. Ce sont aussi des modes de financement qui sont accompagnés et encouragés par l'AFD, et notamment donc, ce qu'on appelle le sous-souverain. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Irène pour cette intervention qui vient remettre en cause certaines idées reçues et qui pour ma part vient aussi remettre en cause certains de mes choix iconographiques. Maintenant on va écouter Philippe Heinrichs qui est économiste senior au secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest à l'OCDE. Alors Philippe a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des économies africaines avec un accent particulier sur l'intégration régionale, le développement rural et agricole, la transformation structurelle, les villes et l'urbanisation. Donc forcément il est très bien indiqué pour commenter l'intervention d'Irène. Merci beaucoup, avec un accent allemand également. Tout d'abord, merci pour l'invitation de parler d'un sujet aussi fascinant que l'urbanisation africaine. Avant de revenir sur quelques slides, en particulier la excellente présentation d'Irène, je voulais d'abord commencer par le fait d'avoir choisi le thème de l'urbanisation dans cette conférence parlant des économies africaines 2020. Moi, je pense que c'est le premier constat important quand on commence à parler de l'Afrique urbaine. Et parce que l'urbanisation, c'est une transformation profonde. En fait, ça impacte les structures économiques, ça impacte sur le social et aussi sur le politique. D'ailleurs, la Banque mondiale, en 2013, a publié un rapport qui commençait avec la phrase « Urbanization is the single most important transformation the African continent will undergo this century ». Et je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête. Irène, je me permets d'utiliser ta présentation. La première slide sur laquelle je voudrais revenir, c'est sur les taux d'urbanisation en Afrique. C'est là. Premièrement, on voit que sur les 50 pays couverts par la base de données Africapolis, il y a 23 qui ont un taux d'urbanisation au-dessus de 50%. Alors, déjà là, il y a quelque chose d'urbain en Afrique, mais aussi que 50% de la population africaine vivent dans une agglomération urbaine. Maintenant, quelque chose qui n'est pas montré sur ce slide, mais qui sera intéressant, ça sera la croissance de la population urbaine. C'est-à-dire pas le changement dans la répartition entre urbain et rural, mais la croissance. Ici, on mettrait la croissance de la population urbaine, c'est notamment les pays qui ont le taux le plus faible, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, où la population urbaine croît à un rythme au-dessus de 7% par an. 7% par an, c'est un doublement tous les 10 ans. Alors c'est énorme en termes des besoins d'investissement dans les infrastructures, dans la planification, mais de la provision de services de base. Alors ça, même dans les pays où le niveau d'urbanisation aujourd'hui n'est pas très élevé, le thème de l'urbanisation est important.
Ça, c'est le premier point que je voudrais faire. Le deuxième point sur lié à cette croissance de la population urbaine, c'est l'émergence des nouvelles agglomérations, c'est-à-dire cette urbanisation où il y a des gros bourgs à travers une croissance démographique dépasse une certaine seuil, peut être considéré comme urbain. Pour l'Afrique, en total, nous on recense en 2015 7600 agglomérations de plus de 10 000 habitations. Et ce nombre a cru de 2500 dans les 15 dernières années. C'est-à-dire cette croissance de la population urbaine se traduit dans beaucoup plus des zones urbaines sur le continent. Alors deux choses que j'aimerais dire ici, c'est premièrement l'urbanisation intensifie les relations entre le milieu rural et urbain. C'est-à-dire avec plus des villes plus grandes, les interactions entre le milieu rural et urbain augmentent à cause de la proximité et les flux qui lient les deux. Alors là, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Le deuxième point, avec cette vitesse de la croissance d'urbanisation et dans le meilleur cas des recensements tous les 10 ans, il y a très peu de bases de données ou de statistiques officielles qui recensent ces agglomérations. Aussi, derrière, il y a notamment une implication sur les ressources disponibles pour ces localités. Sur un autre point intéressant et peut-être plus surprenant, c'est le fait que l'urbanisation aujourd'hui en Afrique, elle est beaucoup moins alimentée par un exode rural que plutôt par son contraire, l'absence de l'exode rural. C'était avant? C'est pas ma présentation, je m'excuse. Aussi, dans un rapport basé sur cette base de données qu'on va publier dans 10 jours, on insiste sur ce point-là, pour deux raisons. Premièrement, si on continue à avoir dans nos pensées, dans nos discours sur l'urbanisation, que c'est l'effet de la migration rurale, qui est faux dans la plupart des cas aujourd'hui, on risque de ne pas avoir les politiques adaptées à la gestion de l'urbanisation en Afrique. Deuxième point aussi, c'est cette transformation, cette absence de l'exode rural implique une densification du milieu rural qui fait qu'on a, pour le moment, il y a un flou entre ce qu'on peut considérer urbain et rural. C'est-à-dire, dans certains cas, je vous invite de regarder des agglomérations comme Onitsha, au Nigeria, Mbale, au Ouganda, là où la densité est très forte. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que c'est urbain ou rural? Mais avec la croissance démographique derrière, dans 15 ans, on ne se posera plus la question. Ça, c'est important. Deuxièmement, pourquoi c'est important? Parce que ça montre aussi qu'il y a, encore une fois, ce lien entre l'urbain et le rural. Et aussi, pour mieux comprendre l'urbain de demain, il faut aussi regarder les espaces ruraux aujourd'hui. Ça aussi, ça réfère à la carte sur l'Afrique intérieure. Et on voit notamment que cette Afrique urbain intérieur émerge dans les foyers de peuplement historique du continent africain. C'est les hauts plateaux éthiopiens, les Grands Lacs et au Nigeria. Et c'est là notamment où la dynamique urbaine va être la plus forte dans les années à venir, ce qui amène à repenser aussi le rôle des villes dans la connexion intra-africaine. C'est-à-dire, clairement, ces villes auront une orientation beaucoup plus vers le continent. Il faut le prendre plus en considération. C'est cette carte où je parle. Derrière aussi, cette transformation, encore une fois, elle est très mal capturée par les statistiques officielles qui sont basées sur des définitions administratives. Encore derrière, il n'y a que le cadre administratif pour accompagner ces villes, pour planifier la croissance de ces agglomérations, n'est pas adéquat. Et je pense, pour revenir aux quelques pistes d'accompagnement que Irène a présentées, je suis d'accord évidemment avec tout ce qui a été dit et j'aimerais bien rajouter quelque chose plus macro, moins direct. Je pense qu'il est important dans cette question de l'urbanisation, il faut la remettre sur le haut d'agenda. C'est un thème qui a des impacts sur beaucoup d'autres secteurs des sociétés africaines. Il faut remettre ça au niveau central pour vraiment avoir les ressources nécessaires pour accompagner cette transformation massive.
quand on parle de financer les collectivités territoriales et les gouvernements locaux, c'est important, il faut penser aussi aux capacités de ces gouvernements. Derrière, pour des opérateurs comme l'AFD, se pose la question comment on peut collaborer avec ces acteurs qui ne sont pas des souverains, qui ne sont pas des gouvernements nationaux. Quel rôle pour les acteurs de la société civile pour co-définir des stratégies de l'urbanisation. Aussi, pas le temps vraiment, dans si peu de temps, de parler des 7600 agglomérations et de toute cette diversité en Afrique. Il y a aussi une méconnaissance assez énorme sur cette dynamique. Il faut continuer à produire de l'analyse, il faut des données, il faut réfléchir qu'est-ce que se passe et comment mieux accompagner cette transformation sur le continent africain. Merci beaucoup. Merci. Oui, venez vous asseoir ici, Philippe, parce qu'il y aura maintenant, comme après la première séquence, il y aura un certain nombre de questions qu'on va prendre dans la salle. Donc, est-ce qu'on a des... Voilà, les micros sont là. On va prendre rapidement 2-3 questions, parce que ensuite il y aura la conclusion de Remal Kogik. Donc, voilà, une première question ici, madame. Oui, en fait, c'est plus une observation qu'une question, vous ne m'en voudrez pas. Je suis responsable d'un observatoire mondial des villes pour la qualité de l'air et on vient de monter un séminaire sur les villes d'Afrique de l'Ouest subsaharienne. Et donc, mon observation, c'est que certes, l'urbanisation est galopante dans les pays d'Afrique. Certes, les collectivités locales apparaissent aujourd'hui comme les interlocuteurs privilégiés des organisations non gouvernementales et des agences de coopération, et pas seulement de l'AFD. Mon observation, c'est que face à cette urbanisation, les mesures d'accompagnement, elles sont extrêmement coûteuses. Il s'agit en particulier, on ne l'a pas mentionné, de dispositifs qui permettent de lutter contre la pollution de l'air. Et vous parliez de l'étalement urbain, des autoroutes à 4 voies qui vont permettre de relier la future métropole capitale de l'Égypte, etc. L'âge des véhicules, de la flotte des véhicules, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, la nature des carburants, le scandale du SO2 dans les carburants en Afrique. Donc les mesures d'accompagnement sont des mesures extrêmement coûteuses qui nécessitent des investissements à la hauteur des investissements liés au logement décent, entre guillemets, si tant est que cette notion soit mobilisable comme ça. Voilà, je voulais juste dire que la question de la mobilité ou démobilité est en lien avec la question de la pollution, qui est une des plus sévères au monde et qui va se développer de façon exponentielle, est à prendre en considération, ajouté au fait que ce sont aujourd'hui les collectivités locales et les grandes villes en particulier qui sont les principaux vecteurs à la fois de ces problématiques et à la fois les récipiendaires des mesures qui peuvent être développées. Voilà. Merci. Encore une question là-bas, monsieur. Ouais. Alors, merci. Moi, j'avais juste une question concernant l'indice de fécondité. Vous avez cité tout à l'heure pour les pays du Sahel on avait à peu près 5 enfants par femme. Alors, j'aimerais juste connaître vos sources par rapport à ce chiffre, parce que moi, j'ai fait beaucoup de voyages en Afrique, dans le milieu urbain, je précise. J'ai pas eu l'impression que... j'ai pas eu l'impression qu'on a un taux de fécondité aussi élevé que ce qui sont annoncés dans les chiffres. Je parle des villes africaines aujourd'hui. Et donc, du coup, j'aimerais savoir vos sources par rapport aux chiffres avancés de 5 enfants par femme dans les pays du Sahel. Voilà, merci. Très bien, merci. Encore 2 questions, monsieur et monsieur là-bas. Merci, monsieur Philippe et madame, pour votre brillante présentation. Et je demande pardon à l'assistante pour l'action de mon confrère africain d'Afrique centrale tout à l'heure. Déjà, il a permis que ma question ne soit pas répondue, au moins. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je repose ma question parce que nous parlons là du développement ou alors de l'enjeu et des perspectives de l'économie africaine. Et vous nous avez expliqué de façon cordiale
l'impact de l'urbanisation dans le développement de l'économie africaine. Je voudrais savoir comment est-ce que l'AFD, ou alors par quel canal est-ce que l'AFD pourrait accompagner le continent africain d'intégrer la sécurité de l'économie numérique, qui est un facteur très important dans le développement de l'économie africaine. Car moi je suis un Africain, je suis un Camerounais. Bref, enfin, je voudrais dire, comment pensons-nous ensemble intégrer un modèle économique qui pourra sécuriser l'économie, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est important ma question, qui pourra sécuriser l'économie numérique pour parfaire la croissance du continent africain dans son économie. Parce qu'en fait, le numérique est un aspect assez important pour le développement de la croissance économique. Et donc, je pense qu'il est important qu'ensemble, nous puissions savoir quel modèle est-ce que nous devons mettre en place, si c'est inclus dans le livre, d'accord, mais sinon, expliquez-nous ce volet, s'il vous plaît. Très bien. Merci. C'est compris. Encore, il y avait une question. Bonsoir. Oui. Allez-y. Bonsoir, Quentin Dumouillan, anciennement économiste à la Banque mondiale. Je travaille aujourd'hui sur des sujets d'innovation, notamment sur la gestion des déchets. La Banque mondiale a sorti un rapport récemment qui mettait en avant le fait que 50% des budgets des villes dans les pays émergents étaient dédiés à la gestion des déchets, avec des enjeux très forts sur les plans sanitaires et sur le développement économique, puisque le secteur est informel dans la plupart des pays dans la région. Et je voulais savoir si vous travaillez sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors maintenant, les réponses, oui. Ouais. Une toute dernière question, monsieur, parce que je suis désolé, on va pas du tout avoir le temps, parce qu'il y a des réponses et il y a ensuite la conclusion de Ramel Kogik. Mais j'en profite juste pour vous dire qu'il y a un cocktail ensuite auquel tout le monde est convié. On pourra discuter avec les intervenants, peut-être autour d'un verre ou d'un petit four. Voilà, ça permettra de poursuivre un petit peu le débat. Voilà, merci monsieur. Yves Pommier, Institut Schiller. Est-ce qu'il y a des études pour favoriser, pour aider les pays à promouvoir le développement des villes moyennes à l'intérieur du continent? Puisque mécaniquement, à cause du transport bon marché, des équipements électriques et tout ça, le développement de l'Afrique sur la côte va devenir une catastrophe. Donc, est-ce qu'il y a des études, est-ce qu'il y a des efforts faits pour favoriser politiquement donc le développement des villes moyennes à l'intérieur du continent? Très bien, merci. Alors, on va donner la parole à Irène. Ok, alors, peut-être sur les questions qui appellent les réponses courtes. Les données, donc, c'est les données de l'ONU sur la démographie, sur la croissance démographique, donc l'indice de fécondité. Je pourrais vous donner les références précises, mais elles sont dans l'ouvrage aussi. Gestion des déchets. Donc, on n'en parle pas dans ce chapitre, mais il se trouve qu'on a eu un programme de recherche assez important sur ce sujet, notamment sur le recyclage et la valorisation des déchets. Donc on a 2 publications en ligne, une qui s'appelle Du rebut à la ressource, une autre qui s'appelle Détourner les déchets, que je vous invite à consulter. L'économie numérique, je ne suis pas spécialiste de ce sujet, peut-être qu'il y a d'autres collègues qui pourront répondre. Voilà. Mais on peut échanger les coordonnées si vous voulez. Et alors ensuite sur des sujets plus importants comme celui de qui appelle une réponse plus longue comme ceux de la mobilité et des villes intérieures. Alors j'ai pas trop parlé en effet de la question des mobilités, mais évidemment étalement urbain, c'est ça qui est préoccupant en fait, étalement urbain dit croissance des mobilités et donc croissance de la pollution. C'est pourquoi, et peut-être je ne l'ai pas assez dit, c'est pourquoi on pense qu'il est important de bien prendre en compte le fait que pour l'instant les villes africaines sont assez denses, que cette densité elle est particulièrement élevée dans les quartiers précaires. J'ai expliqué que le logement social et les villes nouvelles ne permettaient pas d'apporter toutes les réponses, et j'ai omis de dire que donc notre position, qui est aussi d'ailleurs la position d'un certain nombre d'agences de coopération internationale, c'est plutôt de favoriser la réhabilitation des quartiers précaires existants, l'intégration de ces quartiers précaires aux villes, parce que souvent les conditions de densité urbaine sont favorables à la limitation des mobilités. Mais ensuite, bien sûr, les gouvernements peuvent encourager des transports en commun et d'autres formes de mobilité moins polluantes. Alors, en ce qui concerne les villes intérieures et les villes secondaires, mais peut-être Philippe voudra ajouter un point, c'est justement cette carte qu'on a montrée. D'une part,
il n'est pas nécessaire de forcer ce mouvement parce que c'est le mouvement qui se produit de toute façon actuellement, c'est-à-dire que la majorité de la croissance s'effectue dans les villes intérieures. D'autre part, et là aussi, là je parle en tant que représentant d'une agence de coopération internationale, l'AFD le fait mais n'est pas la seule à le faire. Nous cherchons en effet dans les pays à soutenir les villes intermédiaires et non plus seulement les capitales et les capitales économiques. Effectivement, peut-être sur les villes intérieures, on n'a pas fait des études sur les coûts et les avantages, en fait, comment mieux connecter ces agglomérations au réseau des villes africaines. Mais je crois là aussi, ça commence, c'est politique évidemment, parce que souvent aussi, les villes secondaires, celles de l'intérieur, c'est aussi souvent... ça passe par une reconnaissance politique de leur importance. C'est-à-dire dans les statistiques officielles, au Onitsha, au Nigeria, à 1,1 million habitants, dans notre base, c'est 8,5 millions d'habitants. De reconnaître ça au niveau politique, ça a des implications derrière. Et seulement une fois que ça c'est fait, on pourrait discuter aussi des ressources au niveau national. Et dans plein d'autres pays, souvent les villes secondaires, c'est aussi là où les contestations politiques sont peut-être aussi les plus fortes. Alors forcément, il y a quelque chose avant de parler sur une réalité qui existe sur le terrain. Je crois ces exemples sont aussi intéressants par rapport à la question sur les pollutions et la congestion et les mobilités. Parce qu'il y a une particularité, par exemple au Onitsha, on voit ces conurbanisations qui existent très peu dans d'autres régions en fait. Et il y a là aussi une manière ou une opportunité pour l'Afrique de développer des alternatives en fait au mode que nous on connaît, où on reproduise des schémas que nous on a eu, par exemple avec la ville nouvelle de Diaminado à côté de Dakar, que c'est très bien, mais finalement au niveau de la congestion et accès au emploi, ça marche pas du tout finalement. Alors des opportunités aussi à réfléchir à des nouvelles modes de développement urbain en Afrique. Oui, c'est vrai, on n'a pas trop développé là avec Philippe dans nos interventions l'aspect un peu technique là, des statistiques, mais c'est vraiment important ce qu'il vient de dire. Du coup, je le dis à ta place. Tu pourras compléter. La base de données Africapolis considère qu'une agglomération est une ville à partir du seuil de 10 000 habitants. En France, c'est 2 000 habitants. C'est ça qui nous permet de dire en France que 75% de la population est urbaine en France, mais des fois, c'est des petits villages, en fait, 2 000 habitants. Donc, mais en Afrique, dans pas mal de pays d'Afrique, et comme ailleurs dans le monde, ce n'est pas un seuil démographique qui détermine le statut de ville, c'est un choix politique. C'est le gouvernement qui donne la liste des communes qui sont considérées comme des villes, donc pouvant avoir un statut de municipalité. Et le fait que Africapolis choisisse un seuil qui est plutôt fonctionnel, qui correspond à une réalité sur le terrain de 10 000 habitants, permet en effet de décrire justement tout ce processus de croissance des villes secondaires et des villes intermédiaires qui est intéressant et qui peut-être après a une portée politique, c'est ce que tu disais sur le changement de regard. Oui. C'est dans tout le monde, en fait, chaque pays définit ce qu'il considère urbain et ville en fonction des besoins administratifs fonctionnels. C'est-à-dire, c'est pas seulement en Afrique, il n'y a pas une définition universelle de ville. Maintenant, Africapolis, ce que la base de données fait, c'est de regarder des images satellitaires et recenser chaque zone bâti de plus d'1 km d'extension, et après il y a un large travail de coupler ces informations avec des recensements pour donner des estimations. Et évidemment, ce qu'on voit que il y a déjà, ça donne une base de données qui est comparable, en fait comparable dans le temps et comparable à travers les pays, qui nous permet de analyser les transformations en cours et les différents vecteurs de cette transition. Derrière aussi, ça nous permet d'équilibrer un peu l'image ou les discours, parce que finalement, souvent, quand on parle des villes africaines, on parle des grandes villes. On parle de quelques 50, 70 villes qu'on connaît tous, mais derrière, il y a des milliers de villes, petites, moyennes, qui jouent un rôle assez important dans la connexion du réseau urbain, en connectant le milieu
rural, urbain, économie locale, à des économies plus nationales, régionales, voire continentales. Alors d'avoir cette information est important aussi derrière pour augmenter la prise de conscience au niveau politique du potentiel que ces villes présentent. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer la parole à Rima Lekogui, qui est la directrice du département Afrique à l'AFD, qui va conclure la conférence. Merci Grégory. Bonjour à tous. Je vais peut-être commencer, comme on est dans l'auditorium Nelson Mandela, je vais peut-être démarrer avec 2 citations de Nelson Mandela qui me parlent personnellement et qui nous parlent collectivement, je pense, à l'AFD, pour ceux au moins qui travaillent en Afrique. La première, Nelson Mandela a dit « Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne pas ». La deuxième, c'est une vision qui ne s'accompagne pas d'action, ce n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Et une vision suivie d'action peut changer le monde. Je les cite parce que, pour vous dire en 2 mots, que l'AFD a un rêve depuis 70 ans. C'est un rêve de transformer l'Afrique et de voir l'Afrique émerger et rayonner. Et ce rêve, on persévère et on ne l'abandonne pas. Et comment on le réalise? Avec une vision et des actions. Et la vision, elle est alimentée beaucoup par ce que produisent les universitaires, les chercheurs, et notamment ce que produit notre département Recherche et Savoir, qui est piloté par Thomas. Merci Thomas. Avec cette publication sur l'Afrique en 2020, c'est une publication qui va alimenter notre action, c'est clair, et mieux préciser notre vision. Et l'action, on l'amène au quotidien à travers mon département Afrique avec des projets. Et l'Afrique aujourd'hui constitue, pour ceux qui ne le savent pas, la moitié de l'action de l'AFD dans le monde. C'est la priorité et ça le restera. Priorité en termes de projets, mais aussi priorité en termes d'efforts budgétaires de l'État, puisque 70% de l'effort consenti par l'État français se concentre en Afrique. Alors pourquoi l'Afrique est une priorité? Je le dis très rapidement, mais vous le savez déjà. C'est le continent voisin et, comme l'a dit certains, qui va concentrer une démographie de plus en plus importante et donc un marché très intéressant. Mais c'est aussi un continent avec lequel on a une histoire commune et une langue commune. Et cette langue, ce n'est pas rien, ça rapproche les gens. Et ça a été illustré par l'intervention de notre collègue gabonais, où il attend de la France des actions. Et ça, c'est intéressant en soi, où on considère, l'Afrique considère que la France doit être là au service de sa population. Et effectivement, nous, à AFD, on oriente notre action de plus en plus vers la jeunesse et la population africaine qui y est en soif de développement, comme on le sait. Alors, au-delà de ça, comment ce livre va illustrer notre action ? Alors ce livre, effectivement, va documenter la transformation de l'Afrique. Et on le sait, nous, on mène des travaux en parallèle qui montrent bien qu'au-delà des perceptions et de ce qu'on peut penser du retard de l'Afrique à se développer, en fait, réellement, l'Afrique se transforme. Et on le sait, elle se transforme par la croissance économique, et Yasmine l'a redit, mais au-delà de la croissance économique, on voit bien que l'accès aux services, qu'ils soient des services sociaux, l'accès à l'électricité, à l'eau, l'accès à des services de santé se développe de plus en plus. Alors c'est pas suffisant, on le sait, et peut-être le rythme n'est pas assez rapide, ça on le sait. Et il y a d'autres défis que l'accès aux services qui peut-être retardent cette trajectoire de transformation. J'en cite quelques-uns, mais il y en a pas mal d'autres, et le livre les liste un petit peu dans certains chapitres. Bien sûr, il y a les conflits, tout le monde le sait, les crises et les conflits, ça n'aide pas à améliorer la croissance et le développement. Et ces conflits, on y travaille tous ensemble, avec les Africains, mais aussi la source des conflits, on le sait, c'est la pauvreté et les inégalités notamment, mais pas que. Il y a aussi un autre défi que l'Afrique doit relever, et je pense qu'en discutant avec Thomas, il m'a dit que ça peut être l'objet d'un focus peut-être l'année prochaine ou un prochain,
c'est le changement climatique, où on sait avec les impacts du changement climatique, l'Afrique est peut-être la plus touchée, avec des enjeux sur l'adaptation et à ces changements sous différents angles. Je ne vais pas les lister là, c'est un sujet en soi. Et puis un autre enjeu, c'est peut-être la démographie. On en a parlé pas mal, à droite, à gauche. Là, aujourd'hui, dans le sujet urbain, dans l'introduction sur la macro-éco, la démographie, la croissance démographique est un sujet en soi, et je pense qu'on n'a pas encore complètement réfléchi comment l'accompagner. Alors si on veut piocher dans ce livre des sources d'inspiration, il y en a beaucoup. Moi, j'en ai choisi que 3. Je pense qu'il y a plein de sujets qui vont nous inspirer et surtout éclairer notre action à nous dans les projets. Je vais faire un focus sur 3 qui ont été un peu évoqués tout à l'heure. Le premier, on vient d'en parler, c'est la démographie. Comme l'a dit Yasmine, la croissance économique, elle est dynamique, elle est intéressante, mais elle ne va pas être suffisante au regard de la croissance démographique qui est, si je comprends bien, de 2,5% par an en moyenne sur ces dernières années. Donc ça appelle beaucoup de choses pour nous dans l'action. C'est que la jeunesse de demain, si on ne pense pas à l'accompagner, on risque de créer soit des chômeurs, soit des trafiquants, soit des futurs membres de groupes armés peut-être. Et donc l'enjeu pour nous, c'est comment faire en sorte que ces jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi arrivent à trouver de l'emploi, soient bien éduqués, etc. D'où l'importance des sujets de capital humain qui ont été peut-être un peu négligés ces dernières années au sein de l'AFD et qui deviennent une vraie priorité. C'est l'éducation, l'enseignement supérieur, mais c'est aussi la santé, mais c'est aussi surtout, c'est un nouveau sujet sur lequel on investit de plus en plus, c'est la cohésion sociale qui va être traitée par différentes manières, avec des sujets qu'on ne traite pas d'habitude en tant que bailleur, comme le sport, la culture, mais aussi tout ce qui est rapprochement entre communautés. Et c'est vraiment un sujet important dans des crises comme au Sahel, en Éthiopie ou dans d'autres pays africains. Un deuxième zoom sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est le sujet de l'endettement, qui est un sujet récurrent dans des sphères plutôt de macroéconomistes peut-être, et moins de gens sectoriels. On sait que l'Afrique, en 10 ans, a doublé son taux d'endettement, ce qui est un peu préoccupant, mais qui est justifié par ailleurs parce que les besoins d'investissement sont tellement colossaux qu'il faut que les États africains puissent financer ces besoins. Ils sont passés donc, si je ne me trompe pas, de 30% en 2010 à environ 60% en 2019. C'est préoccupant parce qu'il ne faut pas comparer le taux à celui de la France, mais parce que la capacité de lever des recettes des États africains est faible. Et on le sait, c'est parmi les taux les plus faibles peut-être dans le monde. On est autour de 10, 12, on atteint peut-être parfois 18% pour certains pays. Des chiffres à comparer avec les taux en France, si je ne me trompe pas, on est autour de 40% et plus peut-être. Donc ces États n'ont pas de capacité réelle ni d'investir en propre, ni de lever des ressources et de les rembourser. D'où l'enjeu pour nous dans l'action, ça va être double. D'un côté, renforcer la capacité de mobilisation des ressources intérieures des États, mais aussi essayer de libéraliser l'économie, parce qu'aujourd'hui l'État domine encore beaucoup les investissements, et donc il faut faire de l'espace au secteur privé, à l'investissement privé, et pas nécessairement à l'investissement étranger, comme souvent on a tendance à penser que ce sera la solution, mais surtout l'investissement local. Et l'investissement local, c'est l'épargne locale, c'est des grands groupes africains, mais c'est aussi l'entrepreneuriat, parce qu'on sait, et c'est connu, c'est que l'entrepreneuriat et les PME, c'est la source la plus importante de création d'emplois dans ces pays. Donc c'est un segment sur lequel on va nous travailler de plus en plus. Dernier peut-être sujet, c'est celui que Irène a présenté avec Philippe, c'est celui de l'urbanisation, qui est un gros enjeu à venir. On l'a dit, je comprends que d'ici 2037, si je ne me trompe pas, la moitié des Africains seront dans des zones urbaines, à comparer aujourd'hui à un taux, je ne sais pas, il est de 30 peut-être, 40, je ne sais pas. Bref, l'enjeu est, est-ce que ces villes ou ces futures villes, parce que je comprends il y a des villages qui vont se transformer en villes,
sont bien équipés pour accueillir cette croissance urbaine? La réponse est non, bien évidemment, mais la réponse n'est pas simplement non, c'est que les acteurs qui travaillent sur ces sujets ne sont pas en anticipation. Donc on n'a pas eu localement une réelle planification des besoins en investissement pour accueillir cette croissance urbaine. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de commencer à travailler, à aider les États, pas nécessairement au niveau central. On souhaite nous renforcer la décentralisation et donc donner plus de pouvoir aux collectivités locales pour planifier, lever de la fiscalité locale, comme ça a été dit, et choisir les investissements prioritaires en lien avec la population locale. Donc c'est un sujet majeur, et comme il est majeur, certains le savent, c'est le sujet du sommet Afrique-France qui va avoir lieu en juin à Bordeaux. Donc c'est les 3 sujets que je retiens, mais on aura beaucoup d'occasions, surtout cette année, qui va être africaine, pour parler d'autres sujets. Comme on vient de le dire, il y a le sommet Afrique-France, mais il y a aussi toute une saison Afrique 2020 qui démarre en juin et qui finit en décembre. Et puis on aura l'occasion, nous, à l'AFD, d'organiser plein d'événements sur l'Afrique, donc n'hésitez pas à venir sur différents sujets. Donc avant de terminer, peut-être 2 mots pour remercier donc ceux qui ont participé, nos intervenants, Yasmine, Irène, Philippe, Stéphane et notre modérateur Grégory. C'était vraiment dense et riche. C'est qu'un aperçu de ce qu'il y a dans ce livre qui est passionnant. Je comprends, et Thomas l'a dit, qu'on aura d'autres éditions, donc on aura d'autres rendez-vous avec vous sur d'autres sujets, j'espère, aussi riches. Voilà, et merci, et je comprends qu'il y a un cocktail. Merci beaucoup.